C'est dingue quand même, parce qu'à une époque, ils n'hésitaient pas à mettre des nichons sur les affiches de films. Hein. Oh, désolé. Le film dont on va parler aujourd'hui est un digne représentant d'une époque révolue, où les séries B aimaient bien utiliser des effets d'animatronique, plutôt que des effets numériques dégueulasses. Alors, les histoires n'étaient pas meilleures pour autant, mais c'était plus agréable à regarder. King Cobra est un film biographique états-unien réalisé... C'est le bon film? Non, ça c'est King Cobra de 2016, qui raconte l'histoire de Brent Corrigan, un acteur de film X gay. Ah non! Ah non, non, non. Non, alors du coup, non, c'est pas celui-là. Enfin, on va aussi parler d'un truc long et dur. Mais enfin, c'est pas... Tu veux pas m'aider, là? Donc, King Cobra est un direct vidéo états-unien d'horreur et de science-fiction sorti le 27 avril 1999, réalisé, scénarisé et produit par les frères Hillenbrand. Le premier, David, a principalement composé des bandes originales et a réalisé 11 films, la plupart en collaboration avec Scott, qui a lui-même produit pas mal de films et séries et s'est même donné des rôles dans certains de leurs films. Le film commence sur une citation de Oliver Wendell Holmes, histoire de faire un télo. On l'entendra peut-être un jour dans Culture avec un G. Et nous voilà dans un laboratoire où le professeur Burns, sa fille Catherine et leur équipe travaillent sur un sérum destiné à contrôler l'agressivité et l'hyperactivité d'un individu. Et pour ce faire, ils le testent sur des serpents rendus très agressifs par manipulation génétique. Jesse et le Dr Ling pensent que les expériences vont à 2 à l'heure. Alors le premier s'injecte une dose de sérum qui rend agressif, et compte bien s'injecter une variante du sérum pour prouver à Burns qu'il fonctionne sur l'humain. Mais le mélange va foutre le bordel dans le labo. Merde! L'explosion tue les 2 dissidents et libère Seth, un hybride géant génétiquement modifié entre un cobra royal asiatique et un crotal diamantin oriental. Comme dans Jurassic World, vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Vous faites un hybride à partir de 2 bestioles super dangereuses. Il serait pas un peu Raptor, le bestiau, là? Catherine est tuée par Seth, qui s'enfuit et disparaît dans la nature. 2 ans plus tard, nous voilà à Fillmore, une petite ville tranquille où se prépare la fête de la bière. Son maire, Ed Beadle, est en consultation chez le docteur Brad Kagan, qui a, semble-t-il, une liaison avec sa fille, Jo. Hein? Avec la fille du maire. Ah! Brad a une liaison avec la fille du maire. Pas avec sa propre fille. Non, mais de la façon dont tu l'as dit, on aurait cru que... Non. Donc, Brad a une relation avec Jo, la fille du maire. Le problème, c'est que ça se passe pas bien, parce qu'il a accepté un poste dans un hôpital d'une grande ville, et donc va devoir quitter Fillmore. Et étant donné qu'elle ne veut pas le suivre, il y a des chances qu'ils se séparent. Mais ça risque de changer, parce que Seth a décidé de sortir du bois où il était planqué depuis tout ce temps, et s'attaque aux habitants. Pour une attaque, oui ou merde? Et en plus, on voit rien. Plus tard dans la soirée, alors que Brad et Jo s'aiment et se déchirent, celle-ci reçoit un appel de ses collègues qui ont trouvé le corps de Monsieur Simpson, le coupeur de bois que le serpent a mis 8 ans à attaquer. Ils comprennent qu'il a été attaqué par un animal, mais par quoi, ça ils le savent pas. Ça vient de quoi, ça? C'est ce que vous essayez de savoir. Comme l'a dit un mec qui était dans un hélicoptère qui survolait le Guatemala, c'est franchement dégueulasse cette habitude de chiquer. Allez, tiens, coupe. Bah, en plus, je viens de couper tout seul. Apparemment, le vieux a réussi à rentrer chez lui, mais il est mort avant d'avoir pu appeler qui que ce soit. En l'auscultant, il trouve un crochet de serpent et une mue gigantesque, ce qui leur permet de comprendre que le tueur est un serpent de 9 mètres de longueur. Bon, dans l'idée, ça ressemble à un drap, mais c'est une mue. Une fois rentré chez lui, Brad utilise ses bouquins de médecine et une base de données pour savoir quel antivenin utiliser face au venin du serpent. Mais il le saura jamais, étant donné que l'EDF du coin, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, a coupé le courant. Bah oui, parce qu'il a dit qu'il partait, donc les mecs ont coupé le courant. Mais au final, à cause du serpent, il part plus.
Donc il va chez Joe, qui rêve d'un cobra énorme, et comme par hasard c'est celui du film en plus. Et le lendemain, le docteur Burns reçoit un coup de fil lui informant qu'une quantité anormale d'antivenin a été demandée à Fillmore. Il s'y rend alors et interrompt une réunion entre le maire, son adjoint, le shérif, Joe et Brad, qui porte sur la possibilité d'annuler la fête de la bière qui se prépare pour éviter que le serpent n'attaque des gens. Tu n'es pas capable de terrasser un malheureux serpent, et beaucoup de gens dans cette ville dépendent de l'avenir de la brasserie, y compris la plupart d'entre nous. On va avoir des campeurs et des ivrognes lâchés aux quatre coins et on sait pas de quoi cette chose est capable. Tant que je ne sais pas à quoi j'ai affaire, je ne peux pas répondre. Mais enfin, combien de serpents on a tués quand on était tout môme? Bon, c'est le coup classique du maire qui veut pas fermer les festivités parce que ça rapporte de l'argent alors qu'il y a des gens qui sont menacés par le monstre. On a vu ça plein de fois. Par contre, la question que je me pose, c'est si jamais un serpent gobe un ivrogne, est-ce qu'il est bourré? Je relance de 30. Donc, Burns les interrompt et conclut, après avoir vu le corps du vieux Simpson, que le serpent qui l'a tué est bien Seth. Il y a encore 2 marques de piqûres derrière l'oreille droite. Ah, encore une erreur qu'on fait souvent. Les serpents, ça mord, ça ne pique pas. On pique avec une aiguille ou avec un dard, et on mord avec des crocs ou des crochets. Étant alors fixé sur la menace, Burns propose d'appeler Nick Hashimoto, un herpétologue, c'est-à-dire un spécialiste des serpents, pas des herpès. Et le temps qu'il arrive, 2 coquins qui fricotent dans la forêt se voient proposer un plan à 3, et pendant que le shérif et son adjoint fouillent la forêt à la recherche de Seth, celui-ci se planque chez le docteur Kagan. Alors pas lui, son père. Et malheureusement, il va lui tomber sur le poil. Ce qui me tue quand même, c'est que y a des gens, il leur faut une morsure pour crever, et il y en a d'autres, il leur en faut 12 ou 15. Ça dépend peut-être du métabolisme des gens? Ouais, enfin, ça doit dépendre du scénario aussi. Hein. Bon, je me couche. Et comme il répond pas au téléphone, pourtant il y a quelqu'un dans le tuyau, Joe lui rend visite et comprend que Seth est passé le voir. Elle prévient Brad, qui est évidemment effondré et surtout conscient de ce qui est arrivé. Bon, cette fois le maire entend raison. Il annule la fête de la bière, qui avait pourtant bien commencé, et demande le concours d'un quatuor de chasseurs pour aider la police. La fine fleur des chasseurs. Ouais, alors, par contre, le maquillage camouflage, ça sert strictement à rien. C'est un serpent. Ça se repère à l'odeur, ça se repère au son, ça se repère aux vibrations. La vue dans l'idée, c'est pas le truc le plus important. Pendant qu'il crapahute dans la forêt à la recherche d'une ceinture XXL, Nick Hashimoto se met à jour sur la situation. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est la raison pour laquelle la science a créé ce monstre. Nous voulions le plus agressif des animaux pour faire certains tests. C'est fascinant. Il fait ensuite l'inventaire de ses capacités en énumérant celles des espèces à partir desquelles il a été créé. Donc je rappelle, le cobra royal, Une petite cuillerée à soupe de son venin peut tuer 165 personnes. et le crotal. Le crotal peut avancer à 3 mètres secondes. Il a les plus grands crochets de tous les serpents venimeux connus. Puis, il inculque à son auditoire une règle qu'il estime importante dans la capture du serpent, celle de respecter l'animal. En une seule année, les serpents tuent plus de personnes que les requins n'en tuent durant tout un siècle. C'est une forme de puissance qu'on doit apprendre à respecter quelque peu. Quand un spécialiste te dit d'être respectueux envers un animal, il faut l'écouter. Aidé de Burns, Joe et Brady, il met en place un piège pour l'attraper. Et il en profite pour continuer ses explications à la Alan Grant. Vous êtes calme là tout de suite, mais quand vous serez nez à nez avec le serpent, l'adrénaline va arriver et vous ne serez plus calme du tout, croyez-moi. S'il lui explique ça, c'est parce que Brad proposait de tirer sur le serpent au lieu de l'attraper. Bon, dans l'idée, le piège est pas compliqué. Il y a une boîte qui fait des vibrations pour attirer le serpent, il y a un grand tuyau pour le mettre dedans, une chèvre pour l'attirer, et du gaz mortel pour le tuer. Voilà. Bon, cela dit, tout ça c'est très bien, mais moi j'ai quand même envie de voir les 4 débiles dans la forêt là. Déjà parce que 3 d'entre eux vont se faire tuer par 7. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils sont tués. Le premier est dupé par le serpent qui fait semblant d'être mort. Bon, ça c'est commun. Le deuxième se fait avoir comme Dennis. Cette fois, tu vas y passer, fils de... Ça c'est déjà plus drôle. Et le troisième se fait surprendre par au-dessus. Ça c'est pas mal. Et du coup, il reste juste cette tache là qui s'est peinturlurée la tronche pour rien, et qui détale comme un baltringue. Ce qui illustre d'ailleurs parfaitement ce qu'a dit Hashimoto un peu plus tôt. Et après avoir éliminé les chasseurs du bouchonnois, le reptile s'en prend au shérif et à son adjoint. Il est peut-être parti faire une sieste.
Putain, c'est des sacrés pneus, hein. Ah, ils font 1 mètre de haut, les trucs. Mais c'est seulement le lendemain qu'il va tomber dans le piège d'Hashimoto. Ce qui permet à nos héros de se poser tranquillement le soir venu. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est en train de se droguer? Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue? De l'eau salée avec une grande concentration de venin de cobra royal. Ah, ok, il se fait des anticorps avec du venin de serpent. C'est pas bête. Pour votre culture générale, sachez que c'est plus ou moins comme ça qu'on fait un antivenin. Alors, en règle générale, on utilise un cheval. C'est-à-dire qu'on lui administre une dose de venin, pas létale évidemment, et son corps va fabriquer les anticorps. On va ensuite les récupérer et en faire un antivenin. C'est beau? Le lendemain, donc, Seth se pointe, mais prend son temps. Déjà parce qu'il jauge la situation, mais aussi parce qu'il jette un petit œil au groupe qui le regarde. Finalement, il jette son dévolu sur la chèvre, sauf que Burns, pris d'une envie de foutre une idée qui marche en l'air, pointe le serpent avec un flingue. Le maître karatéka l'empêche de tirer, enfin, le fait tirer en l'air, et entreprend d'attraper la bête avec un crochet à serpent. Enfin, un gros crochet à serpent. Il a pas l'air d'avoir peur, le vieux, hein. En même temps, il a l'habitude d'affronter les cobras. Alors par contre, il est tout seul, parce que juste avant la confrontation, Seth a mordu Burns à la jambe. Donc Brad et Joe s'en occupent pendant que l'autre fait joujou avec son gros truc long et dur. Mais à un moment donné, il est obligé de se rendre. Parce qu'après cette morsure, il n'y a pas moyen, Nadja. Alors on danse. Joe vient alors à son secours, mais un peu tard, et se met plus en danger qu'autre chose. Heureusement, Brad intervient. Pas mal. Mais ça vaut pas le mec en Thaïlande qui met une tarte à un cobra. Le mec est inconscient quand même. Seth prend Brad en chasse, mais finit par se faire coincer dans le tuyau et meurt après une lente agonie. Franchement, vu l'orientation de ses crochets, je ne sais pas dans quelle position le serpent s'est mis pour mordre comme ça. Le monstre est hors d'état de nuire, Burns va finalement bien, Brad décide de rester à Fillmore pour vivre sa vie avec Joe. Bon, apparemment il fait des rêves à base de serpents, mais ça va. Et au final, celui-ci n'est pas mort, puisque le gaz d'Hashimoto était en fait un somnifère. Donc, peut-être y aura-t-il une suite. Non. Et 2 paires. T'as quoi, toi? Une paire. Et toi? Rien du tout. À moi les petits sous. Comme vous le savez, à chaque fin de saison des Monstres de l'été, on aime bien terminer par un bon film. Et dans mes souvenirs, King Cobra, c'était un bon film. Seulement, ça faisait 15 ans que je l'avais pas vu. Du coup, je suis un peu déçu. En fait, le film est un peu long et poussif. Il se passe pas tellement grand chose, et puis même s'ils ont fabriqué un animatronique qui a de la gueule et qui a l'air d'être entier, ils l'emploient assez peu finalement. L'histoire fait évidemment penser aux Dents de la Mer, mais c'était le souhait des frangins Hillenbrandt, qui voulaient mélanger les atmosphères d'Alien et des Dents de la Mer. La maîtrise en moins. Ils ont beau avoir quelques idées de mise en scène pas vilaines, l'ensemble est calme, et les limites de la bestiole se sentent quand même vachement. Alors c'est vrai que cela dit, c'est un gros serpent. Un gros serpent, ça bouge pas comme un petit. Mais il est très très rigide. À part se relever et ouvrir la gueule, il fait pas grand chose. Ah si, il fronce les sourcils aussi. On dirait un serpent de dessin animé. À l'époque, j'avais trouvé le serpent vraiment bien fait. Du coup, j'ai un petit peu occulté le reste. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, déjà parce que quand on regarde bien, il fait plastique le machin. Mais aussi parce qu'il manque du rythme et de la tension à l'histoire. Les intrigues de ces films-là sont toujours simples, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Mais raconter une histoire simple, ça peut être dur. Ça manque de saveur en fait. Ils n'ont pas osé aller assez loin. Mine de rien, le film est quand même très propre. Ce qui est dommage, c'est que les idées ne sont pas si bien exploitées que ça. Le serpent, lorsqu'il attaque, frappe comme le ferait réellement un cobra. Le problème, c'est qu'à cause des limites techniques, c'est montré de cette manière-là. Et c'est pas tellement intéressant. Et puis, ça peut quand même être sympa de le voir en train d'avaler quelqu'un ou de rester planté dans la gorge d'une victime, ne serait-ce que pour le côté horreur. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un énième monstre qui tue mais ne mange pas, et qui d'ailleurs est super actif, parce que les serpents, une fois que ça a bouffé, ça bouge plus pendant des jours. Mais quelque part, son comportement est bien expliqué par le film. Ils l'ont modifié pour être hyper agressif, histoire de tester leur sérum. Donc il tue pour le plaisir, ou parce qu'il est en colère, ou tout simplement parce que quelqu'un est sur son territoire. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Attends une minute. Une créature génétiquement modifiée qui s'échappe d'un laboratoire et qui tue pour le plaisir. J'ai déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où. Musicalement, le film est plutôt sympa, même si ça reste du bruit de fond. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont attribué un thème au serpent. Et on l'entend à chaque fois qu'on le voit ou qu'on voit de son point de vue.
Évidemment, il y a comme un petit air de John Williams derrière tout ça. La majorité des acteurs et actrices ont suivi les frères Ilan Brand dans leur réalisation, et franchement, il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Alors cela dit, on peut noter la présence d'Eric Estrada, l'officier Pancherello de la série Chips, et de Hoyt Axton, le chanteur de country qui jouait le papa de Billy dans Gremlins. Et puis il y a Pat Morita, le maître Miyagi de la saga Karate Kid qui compte plus de 180 rôles dans toute sa carrière. Et voilà, c'était King Cobra, et c'était le dernier épisode de cette saison des Monstres de l'été. Alors j'espère que vous avez passé un bel été en notre compagnie. Attends, Quoi? est-ce que tu as compté le nombre d'épisodes de Monstres de l'été qu'on a fait? Bah 10. Non, en tout. Ah. Bah 6 saisons, 10 épisodes. Ouais, alors le problème c'est qu'on n'a pas fait 10 épisodes à chaque saison, donc je sais pas. Eh ben 49. Ah ouais? On va quand même pas attendre l'année prochaine pour faire l'épisode 50 quand même. Alors par contre, si on fait l'épisode 50, il faut qu'on marque le coup, il faut qu'on fasse un truc qui sorte de l'ordinaire, quoi. Et pourquoi pas un hommage à une personne disparue il y a pas longtemps et qui a produit beaucoup de films de monstres?